C'est aujourd'hui la Pentecôte ou la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Cette fête chrétienne est célébrée dans plusieurs villes du pays. C'est aujourd'hui également la journée internationale de la famille instituée par les Nations Unies le 20 septembre 1993. Cette journée est une occasion pour mieux examiner les problèmes des familles. La mort de l'international Patrick Ekeng sur un terrain de football en Roumanie a replongé le football camerounais dans le deuil 13 ans après la tragédie qui avait frappé Marc-Vivien Foé. Sa dépouille a été ramenée dans son pays. Le magazine de ce dimanche a pour thème comment freiner la dégradation de la diversité biologique en Côte d'Ivoire. Constat et solutions de l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR. Notre invité est le directeur général de l'OIPR, le colonel Tondo Sama. Adama, colonel, merci d'avoir accepté notre invitation et à tout à l'heure pour les échanges. Merci. Avant le magazine, nous allons feuilleter l'actualité nationale et internationale. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci justement de suivre les informations sur RTI 1. C'est aujourd'hui la fête de la Pentecôte, une fête qui marque la venue de l'Esprit Saint après la fête de Pâques. Parlons de la célébration de cette fête chrétienne avec Patricia Omouetia. C'est la fête du Saint-Esprit que l'Église célèbre en ce jour de Pentecôte. Dans l'Évangile, les Actes des Apôtres racontent comment les disciples ont vu apparaître des langues de feu qui se sont posées sur chacun d'eux. Pour les chrétiens, c'est la découverte incroyable d'une force nouvelle, celle de l'Esprit de Dieu, donnée en abondance. Quand tu as la force de l'Esprit Saint en toi, tu produis ce qu'on appelle les fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit qui sont amour, paix, joie, bonté, bienveillance, et maîtrise de soi. Et chaque fois que tu fais quelque chose de bien qui va dans le sens de ce que Dieu attend de nous, alors nous produisons les fruits de l'Esprit et l'Esprit Saint est en nous. Prière, chant et adoration, ici à l'église évangélique Pentecôte de Trècheville. Les pentecôtistes se sont retrouvés ce dimanche pour célébrer ce don du Saint-Esprit. C'est un moment commémoratif. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire parce que Christ nous a apporté également dans le commandement. Mais le Saint-Esprit nous aide, disons, afin de pouvoir non seulement les pratiquer, et aussi entrer dans la vision du Seigneur Jésus-Christ. L'événement de la Pentecôte ne peut être compris qu'en lien avec Pâques et l'Ascension. Ressuscité le jour de Pâques, parti rejoindre le Père à l'Ascension, le Christ envoie aux hommes son esprit à la Pentecôte. Cette fête est le couronnement du temps pascal qui dure 7 semaines. La Pentecôte ou la descente du Saint-Esprit sur les apôtres a été aussi commémorée à Bouaké, la capitale de la région de Gbek. Maria Kobi, Ouattara, Amadou, Walter, RTI Bouaké. La Pentecôte, 50 jours après Pâques, célèbre la venue de l'Esprit Saint promis par Jésus et répandu sur les apôtres. Pour les chrétiens, c'est la découverte de l'Esprit de Dieu, donné en surabondance au baptême. L'Esprit qui fortifie, console, inspire, vivifie. À Bouaké, une messe a été dite à cette occasion à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Les fidèles chrétiens sont venus en grand nombre prendre part à cette célébration qui les invite à s'ouvrir à l'Esprit Saint pour faire d'eux des témoins du Christ. Pour le célébrant, la Pentecôte est l'occasion de porter la bonne nouvelle au monde entier. Pour les fidèles chrétiens du monde entier, le message de Pentecôte est simple. L'Esprit qui descend en nous, l'Esprit qui habite en nous, nous fait porter la bonne nouvelle, nous fait rendre témoignage de la vérité pour une communauté qui évangélise, pour une communauté qui se sanctifie à travers les actes qu'elle posera inspirés par les dons du Saint-Esprit. 7 dons de l'Esprit sont reçus lors de la confirmation à la Pentecôte. Il s'agit de la sagesse, de l'intelligence, du conseil, de la force, de la connaissance, de l'affection filiale et de la crainte de Dieu, qui est le début de toute sagesse.
Et c'est un commentaire plutôt de Kwadjo Kwame, Jean de Dieu Daniel. Demain, lundi de Pentecôte, jour férié chômé sur toute l'étendue du territoire national. Autre aspect de l'actualité, ce dimanche 15 mai, c'est la journée internationale de la famille instituée par les Nations Unies le 20 septembre 1993. Cette journée est une occasion pour mieux examiner les problèmes des familles. Nous vous proposons le message du gouvernement et c'est avec Doigt des Lasers. Le commerce des produits vivriers au marché de Makori, une activité génératrice de revenus choisie par Augustine Zamblelou pour participer aux charges de sa famille. Depuis plusieurs années, elle pratique ce commerce malgré les difficultés, souvent liées à la rareté des produits sur le marché. Le panier comme ça, on peut prendre 15 000. Maintenant, il y a des fois quand on prend aussi l'argent, ça ne sort pas. Le jeu aussi, ça marche là, ça finit. On gagne un peu. Comme Augustine Zamblelou, plusieurs membres des familles travaillent jour et nuit pour assurer leur mieux-être, souvent dans des conditions peu favorables. Pour mieux faire connaître les problèmes que connaissent les familles et stimuler les initiatives appropriées, une journée internationale est instituée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 septembre 1993. Elle est célébrée le 15 mai chaque année. En Côte d'Ivoire, le moment est choisi par les autorités gouvernementales pour rappeler aux familles ivoiriennes leur rôle en tant que socle de la société. Chères familles de Côte d'Ivoire, nous saisissons de cette opportunité en nous positionnant désormais comme des acteurs au processus de développement, mais non plus uniquement comme des bénéficiaires. Le thème de cette année, quelle politique nationale de la famille pour l'édification de l'Ivoirien nouveau? C'est une invitation aux familles à œuvrer pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. La famille se trouve aujourd'hui confrontée à de nombreuses difficultés dans les domaines de la sécurité, de la protection sociale, la résolution des conflits, la vulnérabilité. C'est pourquoi les familles doivent aussi prendre la place qui est la leur en se structurant, en se renforçant les capacités, en acceptant de retourner aux valeurs fondamentales familiales pour adopter des attitudes positives et constructives. La famille, cellule de base de la société, devra s'identifier comme le principal laboratoire pour forger la personnalité, assurer le développement physique et moral de tout individu. C'est pourquoi l'État préconise l'intégration de la famille dans les politiques, les programmes et projets de développement dans tous les secteurs d'activité. La journée internationale de la famille est une occasion, nous vous le disions, une occasion donc pour faire connaître les questions relatives à la famille. Justement, notre reporter Grace Kando s'est rendu dans quelques familles en difficulté dans les départements de Tahabo et de Tomodi. Voici son compte rendu. Tahabo village, dans le département de Tahabo. Ici, nous sommes dans la famille Kouman. À la cuisine, la maîtresse de maison s'active à concocter un mets. Elle est aidée dans sa tâche par l'un de ses petits-fils. Ce dernier fait la vaisselle. Quand je n'ai pas cours, des fois je l'aide à laver l'assiette, je vais au marché, je vais au champ, même elle le vit aussi, des fois il lave ses habits. Mais pas facile de joindre les deux bouts selon le chef de famille. Chaque fois qu'on se lève le matin, on prépare nos quotidiens. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit faire dans la journée. Il y a une partie de la famille qui va au champ, il y en a qui vont à la pêche, il y en a qui vont en voyage. Et le soir, on se retrouve. Il n'y a pas de vivre même. Nos bananes, les vents ont fait tomber tous les bananiers. On n'a plus de bananes. On n'a pas d'igname. Vraiment, cette année-là, c'est tout dur. Décor similaire à Kwamekro, toujours dans le département de Tahabo, et à Moronou, dans la sous-préfecture de Kwebo. Les différentes familles visitées éprouvent d'énormes difficultés. Entre autres, les problèmes pour se loger décemment et se nourrir correctement. J'ai 15 enfants. C'est moi qui m'occupe de mes enfants. J'envoie mes enfants dans Brousse pour aller ramasser mangue pour venir vendre pour qu'on se débrouille pour manger un peu. Ça de rien, ça ne vaut pas un mois. Quand je prépare un peu, c'est fini. Je prépare matin, midi, quand ils vont quitter à l'école, ils vont manger. Le soir aussi, ils vont manger. Donc ça ne suit même pas. Je suis père de 12 enfants. Le vent qui est passé la semaine passée m'a détolé toutes les maisons. Et qu'aujourd'hui, nous habitons comme ça. Tout le toit est détolé et je ne sais pas comment j'habite. Je suis revenu habiter dans une case qui n'est pas conservable. Toute ma famille, je suis chargé. Dans le département de Tahabo,
Les femmes ont bénéficié de 100 millions de francs CFA dans le cadre du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, ce qui a permis d'améliorer les conditions de vie de certaines familles. Ce fonds leur a permis d'améliorer leur petit commerce, aussi bien dans les villages que dans la ville de Tabo également. Voilà, donc elles ont pu améliorer leur activité qu'elles avaient déjà initiée, tout cela au bénéfice de la famille, voilà, qui est vraiment la cellule essentielle de toute communauté humaine. Toujours selon le préfet du département de Tabo, d'autres projets seront réalisés pour aider les familles à mieux se prendre en charge. L'organisation de la chefferie traditionnelle en Côte d'Ivoire se précise de plus en plus. Hier, samedi, à Mans, dans l'ouest du pays, le bureau régional de la Chambre des rois et chefs traditionnels de la région du Tonkouy a été investi et c'était en présence des ministres d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko et le ministre des Affaires étrangères. Le compte rendu est assuré par Emmanuela Gabriel Zadi. Installé dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, le peuple Akan appelle son roi Nana. Dans l'ouest du pays, chez le peuple Dan, le chef est le Gloudé. Depuis ce samedi 14 mai, Gueux Pascal est reconnu comme le Gloudé, le chef des chefs de la région du Tonkouy. Ses attributs de chef lui ont été remis ce samedi en présence de 2 membres du gouvernement. C'était à la cérémonie d'investiture du bureau régional de la Chambre des rois et chef traditionnel du Tonkouy, à Mans. Les chefs que vous vous êtes donnés dans vos différents cantons méritent de votre part respect, considération et compréhension. Vous devez les aider à mieux accomplir leur mission. Écoutez-les, mais surtout, donnez-leur des informations qui profitent à toute la population. Cela fera de vous de précieux conseillers. À la mairie de Mans sont rassemblés pour la circonstance les chefs de tribus, de villages et de cantons, plus d'une centaine. Ils ont porté leur choix sur Gueux Pascal. Pour eux, c'est un signe d'unité et de responsabilité sociale. Les rois et les chefs traditionnels, à travers la Chambre nationale, invitent tous les Ivoiriens qui ont l'obligation absolue d'entretenir la paix, de la soigner et de veiller sur elle comme ils veillent sur la prunelle de leurs yeux. En 1934, un arrêté colonial organisait la chefferie traditionnelle ivoirienne. Mais le fait est que cet arrêté est aujourd'hui dépassé. L'Assemblée nationale, en votant en octobre 2014, la nouvelle loi portant statut des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire a changé l'environnement institutionnel du pays. Une contribution dans la résolution des crises sociales, indique le ministre Ahmed Bakayoko. Je peux vous dire que l'État, tous les jours, va renforcer vos positions. L'État va vous sécuriser. L'État va faire en sorte qu'on vous respecte. Plus jamais les opérations de déstabilisation des chefs en raison des enjeux électoraux ou des questions partisanes. Non, parce que les chefs doivent être au-dessus de la mêlée pour rassembler quand il y a division et garantir la paix. Les rois et chefs ivoiriens ont désormais une chambre nationale où ils pourront se réunir, entre autres, pour régler les conflits et échanger sur les sujets qui engagent la nation. Organisée par le Conseil régional du Tonkouy, la cérémonie d'investiture a très vite pris les allures d'une réjouissance populaire où s'entremêlent rythme et chant du terroir dans. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes de guerre est en mission au Ghana. Mariatou Koné a rencontré chez les exilés ivoiriens qui se trouvent dans ce pays. Elle a demandé de rentrer en Côte d'Ivoire. Elle a aussi échangé avec les leaders d'opinion qui s'y trouvent. Christelle Bénan. Deuxième jour de consultation avec les réfugiés vivant au Ghana pour la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes en visite à Accra depuis le 12 mai. Après les communautés, elle s'est entretenue avec des personnalités leaders aujourd'hui exilés au Ghana. Je parcours le Ghana pour chercher mes frères et sœurs ivoiriens réfugiés ici. Je viens de rencontrer Kabé, je crois qu'il s'appelle Broukakou, dit commandant Kabé. Tout le monde le connaît en Côte d'Ivoire. Nous remercions Madame la ministre d'avoir effectué ce déplacement parce que effectivement c'est dans la mutualisation de nos synergies que nous pouvons construire ce beau pays. Et nous sommes d'accord avec cette démarche, qui est d'ailleurs rationnelle. La Côte d'Ivoire a besoin de vous, on vous attend. Tout à fait, nous serons là. Franck Yaon, appelé Guet Papa, a aussi échangé avec la ministre Mariatou Koné. Un tête-à-tête pendant lequel il lui a fait part de ses préoccupations. Je suis plus que rassuré
C'est la première fois. Je suis tellement content que Madame la ministre soit venue nous voir, nous croiser pour qu'on discute. Mais je pense que nous sommes déjà sur le chemin de retour parce que déjà, vous savez, les îles, c'est vrai, on est parti, il faut qu'on revienne. C'est chez nous, l'homme se sent mieux chez lui et nous sommes sur le point de départ. Autre figure emblématique, Niamia Messou, ex-secrétaire général du CINARES. C'est à son domicile qu'il a reçu la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Nous sommes venus lui montrer les bras tendus du président Ouattara qui demande à chaque Ivoirien réfugié à l'extérieur de la Côte d'Ivoire du fait de la crise de regagner son pays. Et donc nous sommes venus, M. Messou a entendu le message et je crois que nous sommes en train de discuter des différents, disons il y a des derniers réglages à faire et très bientôt on sera ensemble. C'est une autre approche dont fait preuve Mariatou Koné en échangeant directement avec ces personnalités et leaders d'opinion de l'ancien régime. Il s'agit pour elle d'amplifier l'écho du message du gouvernement. Il tient à 2 mots, pardon et réconciliation. Tout à fait autre chose à présent et parlons du Forum économique mondial sur l'Afrique qui s'est tenu à Kigali au Rwanda. La Côte d'Ivoire était présente à ce forum, le 26e, avec le ministre Bruno Koné qui représentait le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Plusieurs panels ont été animés autour de la question du développement de TIC en Afrique. Le point de ce forum avec Michel Digré qui a effectué le déplacement pour RTI 1. Un sommet pour rapprocher les intelligences du continent afin de créer une synergie d'action pour booster l'économie numérique. Ce 26e forum économique sur l'Afrique aura été, selon les participants, à la hauteur des attentes. En tant que Rwandais, je suis très fier de voir que mon pays a pu abriter cette conférence avec brio. C'est la 4e fois que cette conférence se tient en dehors de Cap Town. Nous étions en Tanzanie il y a quelques années, en Éthiopie et puis à Abuja. Autre satisfait de ce forum, la participation de la diaspora africaine. La première des choses, c'est notre présence. Et par là viendra la reconnaissance. Et tout ce que l'on fait maintenant a un impact sur la diaspora africaine en Europe. Elle est entendue à travers notre engagement aussi vis-à-vis de l'Afrique. Et nous pouvons faire le pont pour ces 2 continents et bien au-delà quand il s'agit du monde. Le ministre ivoirien de l'économie numérique et de la Poste, représentant le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, a porté la voix de la Côte d'Ivoire à ce forum. Il s'agissait en réalité de voir comment faire un lien entre toutes les ressources de l'Afrique à travers les technologies de l'information et de la communication. Donc on a parlé d'un grand nombre de sujets. Il s'agit de faire en sorte que ces technologies-là facilitent en réalité la communication entre Africains, facilitent le commerce entre Africains, facilite l'échange d'informations, facilite l'échange de biens entre nos pays. C'est une dizaine de chefs d'État et plus de 1500 participants qui ont assisté aux travaux. En marge de ce forum, le ministre Bruno Koné Nabanye s'est imprégné de la stratégie mise en place par le Rwanda pour redynamiser son industrie numérique. Michel Digré, le ministre des Ressources animales et halieutiques Kobena Kwasi Adjoumani, lui, était au Maroc, un séjour consacré au renforcement des relations entre son ministère et le ministère marocain de l'Agriculture et de la Pêche. Au centre de leurs échanges, le développement de la pêche et l'élevage dans leurs pays respectifs, surtout la question des villages de pêcheurs offerts par le roi du Maroc à la Côte d'Ivoire. Hugues Hervé Blé. En étant ici, nous voulons nous inspirer de l'expérience du Maroc dans le domaine de la pêche et de l'élevage, mais surtout rendre hommage à Sa Majesté Mohamed VI pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Ces propos du ministre Kobena Kwasi Adjoumani ont marqué la rencontre qu'il a eue avec le ministre marocain de l'Agriculture et de la Pêche maritime, Aziz Akanouche. Dans le cadre du Salon international de l'agriculture du Maroc, les 2 personnalités ont accordé une attention toute particulière à la mise en œuvre du projet de construction des infrastructures de pêche offerte par Sa Majesté Mohamed VI à la Côte d'Ivoire. 2 villages de pêcheurs en Côte d'Ivoire, un à Lokoyiro et l'autre à Grand Larou. Ce sont des projets qui vont nous permettre de faire de la conservation du poisson parce que
l'expérience a montré que plus de 30% des captures que nous faisons ne sont pas consommées en raison de notre incapacité à les conserver. Au Maroc, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobenan Kwasi Adjoumani, et le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoua, ont pris part à la conférence ministérielle en faveur de l'adaptation de l'agriculture africaine au changement climatique. On retient d'elle que l'Afrique pourrait revendiquer 30 milliards de dollars sur les 100 milliards qui devraient être mobilisés chaque année pour l'adaptation au changement climatique. Revenons en Côte d'Ivoire et sachez que du 26 au 28 mai prochain, le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle organise des journées promotionnelles, un rendez-vous qui va permettre aux établissements professionnels et techniques de faire connaître les métiers enseignés aux élèves. Doigt des lasers. L'électronique, la pâtisserie et la mécanique industrielle, ces filières et bien d'autres de l'enseignement technique et de la formation professionnelle seront à l'honneur. Ce sera au cours des journées promotionnelles qui viennent d'être instituées par Paul Kofi Kofi, ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Pour lui, cette opportunité est offerte aux différents établissements techniques et professionnels pour présenter au grand public leur savoir-faire et surtout la qualité des enseignements dispensés aux apprenants. Faire le plaidoyer pour ce ministère qui revient à la surface. Il est important qu'on le sache, qu'on le connaisse. Nous allons vous montrer les capacités, les qualités de nos apprenants, de nos formateurs, mais aussi du secteur privé. C'est pourquoi il y a, n'est-ce pas, des stands et des exposants. Donner l'opportunité au secteur privé de présenter des métiers à nos formateurs, de parler de ce que c'est que l'apprentissage, de ce que c'est que la formation qualifiante, de ce que c'est que la formation continue, de ce que c'est que le CAP, le CAP, le BT, le BTS, etc., de faire connaître l'enseignement technique et la formation professionnelle dans toutes ses composantes. Au programme de ces 3 journées promotionnelles, des expositions et des panels. Une occasion pour les apprenants d'échanger avec les chefs d'entreprise, les responsables des ressources humaines et les collectivités locales. Plus de 3000 visiteurs sont attendus à ce rendez-vous qui aura lieu du 26 au 28 mai prochain. Les élèves de la région du Bunkani étaient à l'honneur lors des journées régionales de l'éducation à Bouna. Les meilleurs élèves du primaire et du secondaire ont été récompensés. Patricia Omouetia. Après les conflits, l'heure est à la fête dans la région du Bunkani. Les meilleurs élèves du primaire et secondaire ont été célébrés et récompensés à travers la remise des prix d'excellence dans le milieu scolaire. Cette cérémonie de reconnaissance organisée par Kofi Hyacinthe, directeur régional de l'éducation nationale, a eu lieu lors des journées régionales de l'éducation. Des résultats scolaires que le ministère de tutelle tient à encourager. Le capital humain est le socle de tout développement. Ce capital humain doit être formé à l'école, une école qui refuse de se compromettre avec les contre-valeurs. Si nous voulons que nos enfants aient leur mot à dire, il nous faut les former avec rigueur, foi et engagement. Ainsi, nous leur donnerons des armes pour affronter les défis de la vie. Des futurs acteurs dynamiques pour le développement de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'ambitionne d'intégrer le ministère du Plan et du Développement pour un pays émergent. Il s'associe donc à la célébration du mérite et salue la scolarisation des jeunes filles de Bouna. Les résultats également sont édifiants parce que les meilleurs élèves, en réalité, quand on a bien observé, étaient des jeunes filles. Je suis très content de constater que l'émergence de la Côte d'Ivoire commence effectivement par l'éducation nationale où nous sommes en train de former des ressources humaines de qualité, aussi bien en hommes qu'en femmes. Passé d'1 à 12 établissements secondaires, la ville de Bouna salue l'appui du gouvernement qui contribue ainsi à l'obtention de meilleurs résultats scolaires, des résultats qu'elle promet d'améliorer pour les années à venir.
Salut Matoudia, Patricia Omouetia, avec l'art, le dessin par exemple, on peut gagner sa vie même quand on est réfugié. C'est ce que font de jeunes réfugiés syriens originaires de la ville d'Alep qui tentent de survivre à Beyrouth, dans la capitale libanaise, en réalisant des dessins et des cartes postales dans la rue Saint-Michel à Beyrouth pour les vendre ensuite aux passants. Gabriel Zani. En Syrie, la ville d'Alep présente un spectacle de désolation. Des milliers de réfugiés fuient le pays, et notamment Alep, la deuxième ville syrienne, théâtre de violents combats opposant les troupes du régime aux groupes islamistes retranchés dans le sud-ouest de la ville. Nazer Darwish, 11 ans, et Mohamed Ali Darwish, 9 ans, sont deux jeunes Syriens originaires d'Alep, réfugiés au Liban. À Beyrouth, la capitale libanaise, ils dessinent pour gagner leur vie. Je dessine depuis 2 ans, mais nous avons commencé à dessiner ici il y a 4 mois. Cela fait déjà 4 ans que nous vivons au Liban. Entre rêve et réalité, les frères Darwish nourrissent l'espoir d'ouvrir un jour leur propre atelier de dessin. La vie est difficile. Nul ne peut vivre sans travailler. On rêve de devenir des peintres célèbres et que les gens nous connaissent. À l'avenir, nous allons continuer à dessiner et nous devons continuer de nous entraider pour ouvrir notre propre atelier. Au Liban, le travail de nombreuses familles syriennes réfugiées dans le pays est fait de petits métiers, mais moins en sursis. La nouvelle vie de ces jeunes réfugiés syriens est bien plus calme que celle qu'ils avaient à Alep en Syrie depuis le déclenchement de la guerre dans le pays. Nous sommes au magazine de ce dimanche qui a pour thème « Comment freiner la dégradation de la diversité biologique en Côte d'Ivoire ?» Constat et solutions de l'OIPR. Notre invité est le directeur général de l'Office ivoirien des parcs et réserves, le colonel Tondo Sama Adama. Bonjour colonel et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, colonel, nous allons parler de dégradation de la diversité biologique en Côte d'Ivoire avec vous et donc avec l'institution que vous dirigez, l'OIPR. Une présentation. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez de parler des parcs nationaux. Il faut dire que l'Office ivoirien des parcs et réserves, en abrégé OIPR, est un établissement public à caractère particulier qui est placé sous la tutelle du ministère de l'Environnement et du Développement durable. L'OIPR, c'est un conseil de gestion de 12 membres constitué par les ministères de l'Environnement, ministère des Eaux et Forêts, ministère du Tourisme, ministère de l'Économie et des Finances et des représentants des populations qui vivent à la périphérie des parcs nationaux et des représentants des organisations de la société civile. Comme je l'ai dit, le conseil de gestion, c'est l'organe de décision et vous avez une direction générale avec 3 directions centrales qui est l'organe d'exécution. Et vous avez un conseil consultatif qu'on appelle le conseil scientifique constitué par 12 éminents chercheurs de la Côte d'Ivoire. Et donc, au niveau terrain, au niveau terrain, nous avons 5 directions de zone et au niveau opérationnel, nous avons 22 secteurs opérationnels avec 5 brigades mobiles. Donc voilà, succinctement présenté. Merci, nous allons parler de ces zones. Mais justement, les populations participent à la gestion, au conseil de gestion. Tout à fait. Très bien, nous allons en parler tout à l'heure, mais en attendant, nous allons suivre ce reportage d'Éric Goré qui dit que la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire a signé une convention de financement avec l'Office ivoirien des parcs et réserves de Côte d'Ivoire. Voyons ce reportage. 700 millions de francs CFA au profit des parcs de Taï et de la Comoé. Cet appui financier est de la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire. Il permettra à l'Office ivoirien des parcs et réserves de Côte d'Ivoire de réaliser un certain nombre d'actions pour la protection de la forêt et de la faune. Ces fonds vont nous servir à prendre en charge le coût récurrent de gestion des parcs nationaux. Et comme vous le savez, les parcs nationaux, nous avons environ 6 fonctions de gestion. Nous avons des fonctions de management, des fonctions d'appui aux populations riveraines, des fonctions de surveillance du parc et surtout des fonctions d'entretien des infrastructures à l'intérieur de ces parcs nationaux. Ces fonds-là permettent en tout cas de mieux gérer ces espaces. La Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire entend aller plus loin dans ce financement. Depuis 2014, la Fondation pour les parcs et réserves apporte un appui essentiel donc, à l'Office ivoirien des parcs, en plus des engagements de l'État. Dans un moyen terme, nous envisageons de porter cette subvention à 2 milliards par an. 2 milliards de francs CFA non remboursables que nous allons
octroyés à l'Office ivoirien des parcs pour la gestion de leurs parcs nationaux. Les parcs nationaux de Taï et de la Comoé représentent 76% de la superficie totale du réseau des parcs nationaux et réserves de Côte d'Ivoire. Colonel Tondo Sama, quel est l'état des lieux des parcs et réserves en Côte d'Ivoire? Est-ce que ces parcs et réserves sont bien conservés, bien préservés? Nous allons revenir sur ces fonds mis à votre disposition justement, mais est-ce que, faites-nous déjà l'état des lieux? Tout à fait. Je pourrais vous dire que l'état de conservation des parcs nationaux est globalement satisfaisant. Je vais donner quelques exemples. Il faut voir que l'OIPR gère à peu près 2 millions d'hectares, ce qui fait 6% du territoire ivoirien. Aussi, ces 2 millions d'hectares, vous avez le parc national de Taï qui fait 536 000 hectares d'un seul tenant de forêt, qui est dans un état de conservation satisfaisant. Je peux même dire très satisfaisant, parce que c'est le parc le mieux protégé de l'Afrique de l'Ouest. Je ne dis pas la Côte d'Ivoire, je dis l'Afrique de l'Ouest. Vous avez le parc national de la Comoé qui fait plus d'1 million d'hectares. Nous venons de faire l'analyse des images satellitales qui nous viennent de nous démontrer que le parc national de la Comoé est très bien conservé. Donc quand vous prenez déjà ces deux parcs, comme l'a dit dans le reportage tout à l'heure, c'est 76% qui est bien conservé. Après ces deux parcs, vous avez les petits parcs. Le parc national du Banco Abidjan, qui fait 3474 hectares, globalement satisfaisant, parce que contrairement à ce que les gens pensent, le parc national du Banco, c'est forêt, il est encore en état. Et vous avez les îles Otilé, qui est tout petit, qui fait 550 hectares, c'est des îles, état de conservation satisfaisant. Je peux dire que sur les 2 millions d'hectares où nous avons quelques problèmes, c'est sur deux ou trois parcs. Vous avez le parc national de la Marawi, qui est infiltré à des fins agricoles. Vous avez le Mont Péco, qui est infiltré à des fins agricoles. Et tout le monde le sait, le parc national du Mont Péco, c'était un parc qui n'était pas contrôlé par l'OIPR durant toute la crise. Et les uns et les autres ont considéré que c'était un no man's land. Ils se sont infiltrés. Aujourd'hui, nous sommes en train de récupérer ces espaces-là. Donc, pour me résumer, je peux dire que l'état de conservation des parcs nationaux de Côte d'Ivoire est globalement satisfaisant. Globalement satisfaisant, alors vous le dites, on a traversé une crise, on ne peut pas le nier, pendant pratiquement 10 ans ou un peu plus. Quels sont vos acquis? Vous avez parlé du parc de la Comoé, oui. Voilà. Oui, il faut dire que vous ne contrôlez pas ce parc. Nous contrôlons ce parc. Il faut dire que pendant la crise, oui, pendant la crise, il faut dire que pendant la crise de 2002 à 2011, l'OIPR... Il n'y a pas eu trop de dégradation. Hein? Pas trop de dégradation, je viens de dire tout à l'heure. Enfin, il faut dire que de 2002 à 2011, l'OIPR n'avait pas accès au parc national de la Comoé. Et les uns et les autres se sont inquiétés. Même nous-mêmes, nous sommes inquiétés. Mais il faut dire que dès que la crise est finie, nous avons eu un appui de la Banque mondiale. Et on a mis en place un projet qu'on appelle le projet PAXI. Et ce projet PAXI nous a permis de mettre en œuvre toutes nos fonctions de gestion. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous affirmer, quand vous allez au parc national de la Comoé, vous verrez les animaux comme vous le voulez. Aujourd'hui, tous ceux qui ont pu aller visiter nos partenaires au développement, nos partenaires techniques et financiers, nous ont confirmé cela, que nous avons réussi à inverser la tendance au niveau du parc national de la Comoé. Où nous avons véritablement un problème, c'est le parc national de Mont Péco. Je l'ai dit, en son temps, le parc national de Mont Péco était en zone de confiance. Et tout le monde savait qu'en zone de confiance, l'OIPR n'avait pas accès au parc et les uns et les autres sont infiltrés. Mais déjà, nous avons pris un certain nombre de dispositions avec le ministère de la Solidarité pour que ceux qui sont à l'intérieur de ce parc puissent en sortir, parce que la vocation d'un parc, ce n'est pas la production de cacao. Ils s'y trouvent actuellement. Ils s'y trouvent, mais il faut dire la grande majorité de ces populations se retrouvent à la périphérie. Mais elles y vont pour récolter leur production de cacao. C'est ce que je disais tout à l'heure, la vocation d'un parc, ce n'est pas pour produire du cacao. La vocation d'un parc, c'est de créer un microclimat qui fasse en sorte que ceux qui vivent à la périphérie aient une bonne production agricole. Alors, quelle est la stratégie mise en place par l'OIPR justement pour faire sortir ces populations de ces parcs? Pour ce qui concerne les deux parcs qui sont infiltrés, notamment le parc national de la Marawi et le parc national de Mont Péco, je l'ai dit, pour le Mont Péco, il y a un comité ministériel qui a été mis en place, présidé par le ministère de la Solidarité. Et un plan d'action a été élaboré. Et la première action qui a été faite, c'est de faire le profilage de tous ceux qui sont à l'intérieur. Ce qu'on a pu constater, c'est que 98% de ceux qui sont à l'intérieur sont venus d'ailleurs. C'est-à-dire c'est des personnes qui se sont dit, voilà les terres qui ne sont pas occupées, il faut venir. Mais il a été expliqué à ces personnes que la vocation d'un parc, ce n'est pas pour faire de la production agricole. Et ces personnes, pour la plupart, nous ont signifié que si elles bénéficient d'un petit appui, elles pourront retourner d'où elles sont revenues. Donc cette stratégie est en cours. Et j'ai pu vous affirmer qu'à partir du 1er juillet 2016, il n'y aura plus personne au parc national de Mont Péco parce que l'accès sera interdit à toute personne. Et l'OIPR prendra les dispositions à cet effet grâce à ce comité qui est mis en place pour la gestion de ce patrimoine national.
Justement, vous avez reçu des fonds. Rigoré nous l'a dit dans son reportage tout à l'heure. Alors, comment ce fonds est utilisé par l'OIPE au niveau de la communication, au niveau du personnel, tout ça pour pouvoir préserver ces parcs? Je l'ai dit tout à l'heure que l'OIPE était un établissement public à caractère particulier. Et certains me posent souvent la question, quelle est la particularité? C'est que l'OIPE bénéficie des subventions de l'État, mais l'OIPE bénéficie aussi des subventions de partenaires privés. Et comme vous le savez, le secteur privé a des règles de gestion qu'il faut respecter. Ainsi, à l'OIPE, chaque année, nous établissons un plan d'opération avec tous nos partenaires, avec toutes les parties prenantes. Et chaque trimestre, nous évaluons la mise en œuvre de ce plan d'opération. Et à la fin de l'année, nous sommes audités pour voir exactement comment ces fonds ont été dépensés. Donc, à la réalité, les fonds qui sont mis à disposition par la Fondation, c'est sur la base d'un plan de travail qui a été élaboré. Et il est clair que l'OIPE en fera une bonne utilisation. Et surtout qu'on aura l'opportunité chaque 3 mois de vérifier ce que fait de ces fonds-là. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons 6 fonctions de gestion. La première fonction de gestion, c'est qu'il faut assurer l'intégrité de ces espaces. Parce que ce que les uns et les autres ne savent pas, c'est que les parcs nationaux apportent beaucoup de choses à la Côte d'Ivoire, au plan économique et écologique. Vous savez, quand un parc national existe dans une région, un microclimat se crée. Et quand le microclimat se crée, ça permet d'avoir une bonne production agricole. L'exemple patent, c'est le parc national de Taï. Les populations n'ont même pas besoin de rentrer, d'être à l'intérieur de ces parcs. Tout à fait. Pour créer leur plantation. Mais autour de ces parcs, ces populations peuvent créer leur plantation. Tout à fait. Il faut comprendre que, je vais donner l'exemple bien précis. Il y a 20 ans, 30 ans, la boue du cacao se trouvait à l'est de la Côte d'Ivoire. Lorsqu'on a fini de détruire toutes les forêts, la pluviométrie a baissé et la production agricole aussi a baissé. Les uns et les autres se sont déplacés vers Demboko. Voilà. Arrivé à ce niveau, on a tout détruit. La pluviométrie est devenue difficile. Aujourd'hui, tout le monde se retrouve à l'ouest, au sud-ouest surtout. Tout à fait. Au sud-ouest, la production, c'est 40% de la production nationale qui provient du sud-ouest. Et c'est 16% de la production mondiale de cacao qui vient du sud-ouest. Mais qu'est-ce qui fait cela sur le parc national de Taï? Je vous ai dit, ça fait 536 000 hectares d'un seul tenant. Et on a une forte pluviométrie dans cette zone de la Côte d'Ivoire. Et toutes les grosses unités agro-industrielles se retrouvent là-bas. C'est pour dire que si les populations encadrent cette action, c'est-à-dire de protection de l'environnement, nous sommes les bénéficiaires parce que ça nous permet, nous sommes un pays agricole, ça nous permet d'avoir une bonne productivité agricole. On devrait sensibiliser et communiquer encore un peu plus pour permettre à ces populations de comprendre justement. Tout à fait. Je crois que c'est cette opportunité que nous donnons aujourd'hui, qu'on vient de commencer. Et on l'a commencé par des petites actions, mais de plus en plus, le volet communication constitue pour nous une priorité. Parce que les uns et les autres ne savent pas faire la différence entre un parc national, une forêt classée, une forêt du domaine rural. Souvent, les gens ne savent pas à quoi sert un parc national. Donc, nous avons le devoir d'expliquer cela aux populations. Mais déjà, quand on parle des changements climatiques, on n'a même pas besoin d'expliquer aux gens. Les gens et les autres se rendent compte qu'il pleut moins en Côte d'Ivoire. Et tout le monde. Cette année, il n'a pas plu. J'écoutais hier la RTI, on disait que l'année passée, il y a eu 4 mois de pluie et que cela se ressent fortement sur la production agricole de Côte d'Ivoire. Mais c'est lié à la destruction de nos patrimoines nationaux qui sont les parcs nationaux. Tant qu'on n'arrêtera pas de détruire ces espaces naturels, notre production va chuter et ça va créer d'autres problèmes. Alors, oui, colonel, vous avez parlé de la gestion avec les populations, avec les entités administratives. Comment est-ce que cela se fait concrètement sur le terrain? Tout à fait. Il faut dire qu'au niveau central, on a un conseil de gestion qui est constitué d'un certain nombre de partenaires que j'ai cités. Mais au niveau local, chaque aire protégée dispose d'un comité de gestion local. Et ce comité de gestion local, c'est un mini-conseil d'administration qui est chargé de définir les actions à mener sur un parc ou une réserve. Et le même exercice qu'on fait au niveau central, ce même exercice est fait au niveau des régions. Au niveau de chaque région, ils ont des réunions qu'on appelle le suivi trimestriel des activités. Ils font le suivi trimestriel avec les populations, avec nos partenaires techniques qui interviennent sur ces parcs. Et très souvent, ils font le bilan des actions en ressortant prioritairement les difficultés. Et très souvent, ils font des recommandations pour qu'on puisse lever ces inerties-là. À la réalité, ces actions sont suivies. Oui. Puisque je l'ai dit, on se réunit chaque 3 mois. C'est-à-dire qu'à la fin du mois d'avril... Vous prenez ça en compte, je veux dire. Tout à fait. Parce que c'est dans le cas où vous prenez le décret qui crée l'OIPE, le président du conseil de gestion locale, qui est en général présidé par le préfet de région qui a la plus grande partie d'un parc ou d'une réserve, ils ramènent leur rapport à la direction générale qui est tenue d'exposer cela au conseil de gestion. Donc pour dire, vous voyez, chaque fois que nous faisons nos séances de sensibilisation, ces séances sont en général présidées par les préfets, les sous-préfets.
parce qu'il faut dire que c'est la première autorité d'une région. Quand elle participe à une action, cette action porte. Donc à la réalité, l'OIP implique tout le monde, notamment les autorités administratives, les autorités politiques, et puis les populations qui vivent à la périphérie de nos aires protégées. Alors, quel bilan pouvez-vous faire du projet Corena, conservation des ressources naturelles, qui a été initié dans le cadre du contrat de désendettement et de développement? Tout à fait. Il faut dire que le projet Corena, c'est un projet que nous avons obtenu dans le cadre du premier CDD. CDD, c'est le contrat de désendettement et de développement. Et dans ce cadre, l'OIPE a pu bénéficier de 3 milliards de francs CFA. Et ces 3 milliards de francs CFA concernent 3 parcs nationaux. Il s'agit du parc national d'Azagny, qui n'est pas loin d'ici, qui se trouve à Grand Laou. Il s'agit du parc national du Mont-Sangué, qui se retrouve à Biancouma, et le parc national de la Komoué. Je l'ai dit tout à l'heure, en termes de conservation, ces espaces sont viables. Parce que nous, avant d'avoir ces fonds, nous avons fait un état des lieux pour voir qu'est-ce qu'il en reste après 10 ans de crise. On s'est rendu compte que ces parcs sont, en tout cas, ce sont des îlots dans du désert, donc il faut prendre des dispositions pour que ces espaces soient protégés. Aujourd'hui, nous avons un satisfecit, et je voulais profiter de cette opportunité pour dire merci à l'Agence française de développement, parce qu'il faut dire que c'est cette structure qui nous appuie dans l'évaluation de ce projet et dans la mise en œuvre de toutes les activités. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits, et même le partenaire est satisfait, parce que ce premier CDD court 2013-2016, mais pour la deuxième phase, nous avons vu doubler le montant alloué à l'OIPR. Nous sommes passés de 3 milliards de francs CFA à 8 milliards de francs CFA. Et cela vous permet de travailler convenablement. Alors, colonel, vous avez dit que la réserve du Haut-Bandama, vous avez invité la population à quitter cette réserve avant fin juillet 2016. Cette année même, nous allons suivre ce reportage de Kader Sogodogo et nous revenons à vous tout à l'heure. Frôlant le parking de la cour de la mairie est bien rempli. Les populations rurales de la région du Hambol, en majorité agriculteurs, sont sorties massivement pour prendre part à cette réunion de sensibilisation sur l'arrêt de toute activité dans la réserve de faune et de flore du Haut-Bandama, créée par décret numéro 73-133 du 21 mars 1973. D'une superficie de 123 000 hectares, cette réserve se situe entre les régions de Gbeke, du Béré et du Hambol. Elle a toujours en son sein des planteurs, des éleveurs et même des orpailleurs clandestins. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, à travers l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, veut mettre fin à ces activités illégales dans cette réserve, telle que la loi le prévoit. Ces espaces, on ne peut pas les déclasser. Avant de dire aux populations, on va vous apporter un appui, la première conditionnalité, c'est que vous quittez la réserve. Dans le processus de libération, le corps préfectoral et les élus participent à la sensibilisation des populations. Le fait que nous soyons en train de couper tous les arbres à gauche et à droite, qu'est-ce qui se passe? Nous avons modifié le climat. Et ça, ce n'est pas bon. Si aujourd'hui, les agents de l'OIPR viennent nous parler, nous devons les écouter. Des actions qui portent leurs fruits. Vraiment, on va les faire comme ils le demandent. On va quitter la réserve, là comme ça. On va s'intégrer ailleurs. Les occupants illégaux de la réserve du Haut-Bandama ont jusqu'au 31 juillet 2016 pour déguerpir des lieux. On va quitter la réserve et s'intégrer ailleurs. Alors, après fin juillet, qu'est-ce qui va se passer? Mais après fin juillet, c'est l'opération Commando. Parce qu'il faut dire que nul n'est censé ignorer la loi. Il faut appliquer la loi. Et comme nous disposons d'argent compétent pour le faire, et si après le 31 juillet, les uns et les autres refusent d'obtempérer, on va les obliger. Alors, très rapidement, nous allons revenir à la forêt, au parc national du Banco, pour être précis, le parc national du Banco, qui jouit d'une mauvaise réputation, dit-on, ni de bandits. Qu'en est-il exactement? Alors que ce parc peut servir de lieu de tourisme écologique, par exemple. En tout cas, merci pour cette question importante. Il faut dire que c'est des idées préconçues. À la réalité, le parc national du Banco, c'est le site le plus accessible de nos aires protégées. Parce que quand vous prenez la population d'Abidjan, c'est à peu près 5 millions d'habitants, ne serait que 10% peuvent visiter ce site-là. Le parc national du Banco, c'est un site qui est sécurisé parce que nous, OIPR, nous disposons d'un système pour faire la surveillance de manière électronique. Deuxième élément, nous disposons d'agents commandos qui assurent la surveillance dans ce parc-là 24 heures sur 24. Et troisième élément, c'est qu'en général, toutes les forces de défense et de sécurité font la mise en condition physique à l'intérieur. Et pour aller plus loin,
grâce à un de nos partenaires, notamment le Japon, nous avons envisagé faire la clôture de ce banco pour mieux assurer l'intégrité de cet espace-là. Il faut dire qu'à la réalité, le parc national du Banco, c'est un espace qui est viable parce que nous avons eu un appui en 2013 de 800 millions de l'État de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les uns les autres ne le savent pas. C'est à peu près 40 km de pistes cyclables en voiture et en moto, le parc national du Banco. Merci, colonel. Nous recevions pour le magazine de ce dimanche le directeur général de l'OIPR, le colonel Tondo Sama Adama. Avec lui, nous avons parlé de la préservation de la biodiversité en Côte d'Ivoire. Nous vous le disions dans nos titres, la mort de l'international Patrick Ekeng sur un terrain de football en Roumanie a replongé chez le football camerounais dans le deuil. 13 ans après la tragédie qui avait frappé Marc-Vivien Foé. Sa dépouille a été ramenée dans son pays. Ses proches et supporters lui ont rendu hommage. Venant Seman, Niamia. Les proches et supporters du joueur de football camerounais Patrick Ekeng, décédé après un malaise en plein match à Bucarest, lui ont rendu hommage au Palais des Sports de Yaoundé après le retour de la dépouille du footballeur de 26 ans. C'est un joueur qui promettait beaucoup. À son jeune âge, nous espérons que le gars devait être un bon joueur. D'autant plus que ce gars a donné des bons signes en 2009. Pendant la CAN de moins de 20 ans au Rwanda, où le gars a marqué l'un des buts les plus fabuleux du tournoi. C'est vraiment beaucoup de tristesse. Je me rappelle un garçon timide, discret, mais très efficace sur le terrain. C'était un footballeur de génie, quelqu'un qui a arrêté l'école pour jouer au football. Donc je suis très mal en ce moment. Patrick Ekeng s'est effondré sur le terrain 7 minutes après son entrée en jeu pour le Dynamo Bucarest qui affrontait le Viitorul Constanța en championnat de Roumanie. Il n'a pu être réanimé, il est décédé dans la nuit. Le parquet de Bucarest a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de sa mort sur fond de critiques concernant la prise en charge médicale du joueur et le retard de l'ambulance. Une autopsie médico-légale visant à déterminer les causes du décès aura lieu. Fan de lecture, notamment de Dan Brown, marié et père d'une fille de 2 ans, Patrick Ekeng a évolué entre 2009 et 2013 au Mans après un prêt à Rodez. Il avait rejoint Lausanne Sport en Suisse en 2013, puis Cordoué en 2014, tout juste promu en Liga espagnole. Sa mort a rappelé au monde du football dans son ensemble la mort de son compatriote Marc-Vivien Foé qui s'était effondré sur la pelouse de Lyon lors d'une demi-finale de la Coupe des Confédérations contre la Colombie. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI. Au service de l'agriculture ivoirienne, voilà l'objectif principal du groupe Agronomics SA, toujours leader en matière